Salut à tous, aujourd'hui avec Vers de Terre Production, nous allons voir la ferme de Alexis Hameux, agriculteur dans le nord de la France. Il va ainsi nous présenter son système en agriculture de conservation depuis déjà plusieurs années. Il va nous montrer comment est-ce qu'il a su augmenter son taux de matière organique malgré des cultures industrielles comme la pomme de terre ou la betterave. Bonjour, moi c'est Alexis Hameux, exploitant agricole à Ouarmouth dans le nord de la France, installé depuis 2011 à la suite de mes parents. Donc on est sur une exploitation avec des pommes de terre, des betteraves, des légumes de plein champ, pois, haricots et du blé. On a des terres assez faciles à travailler, on est sur un limon, limon argilo-sableux, quoi, euh, qui tourne autour de 18% d'argile. On n'a pas de cailloux, on a des pH qui ont tendance à commencer à tout doucement passer en dessous de 8. On a eu des gros pH élevés et ça commence à aller mieux. Euh, les taux de matière organique, on a démarré en 2011 avec des taux classiques du secteur, on va dire autour de 2,2 quoi. On est sur un secteur où les taux de matière organique ont tendance plutôt à s'effriter de par des travaux de sol assez intensifs avec les pommes de terre, les betteraves. Et nous, dans notre système, depuis 10 ans, on a gagné 0,9 points de matière organique en moyenne sur les parcelles. Donc, on a des parcelles qui vont de 3,7 à 2,8, 2,9 pour les plus mauvaises. Euh, donc, on est plutôt content de capitaliser, quoi. Et après, au niveau climat, on a 750, 800 mm d'eau par an, un peu plus ces dernières années. Bon, pas trop de gel. Après, donc on est au nord, donc on n'est jamais la région qui démarre le plus vite. Mais après, on a un secteur avec des sols qui nous permettent de faire vraiment tout type de culture. On n'a pas de limite et on a des sols qui ont une très forte résilience au niveau des rendements, tout ça. On arrive à bien encaisser les aléas climatiques sans gros soucis, quoi. Voilà. Hmm. C'est quoi tes dates de transition à peu près Donc, installation en 2011, on avait déjà entamé un petit peu la réduction du labour avec mon père qui me laissait un petit peu faire. On a supprimé la charrue assez rapidement derrière, mais on n'avait pas de bonne solution. On déchaumait, on décompactait, on n'avait pas les outils adéquats, pas la connaissance. Et en fait, on a commencé à se former à la droite à gauche, voir des gens en France ou même un petit peu en Belgique, pas mal. Essayer de comprendre qu'est-ce qui, comment vivait notre sol. Et on a rapidement compris qu'il fallait des engrais verts, mais on a mis quelques années avant une mise en œuvre intéressante de ces engrais verts. Donc c'est vraiment en 2016 qu'on a attaqué, on a autoconstruit un semoir de semis direct à dents. Donc là, ça a vraiment été le tournant sur la vie de nos sols. Donc on avait compris qu'il fallait semer rapidement des mélanges d'engrais verts. Donc bon, tout ça, c'est ce qu'on a appris avec des formations avec Sarah Singlar, Frédéric Thomas, ce qu'on a vu en Belgique ou ailleurs, quoi. Et donc on est rapidement parti sur des gros couverts du 10, 12 espèces sans problème qu'on a semé en direct. Et donc là, on a vraiment vu les choses bouger parce que les couverts étaient vraiment efficaces, quoi. On
arrive à atteindre sur des couverts comme ça, aller de 6 à 10 tonnes de matière sèche. Donc derrière, ça remet tout le cycle de la vie en route. Ça change. Et puis bon, bah, j'ai toujours eu en tête que, bah, vu les coûts d'engrais verts on sait mettre jusqu'à des fois 140, 150, 160 euros l'hectare de semences, sans hésiter. Fallait aller chercher le maximum de temps de ce couvert occupé de pousser. Donc notre gros problème, ça a été au printemps, comment détruire un couvert qui va arriver au 15-20 avril à 1,50 m de haut, qui va refaire en plus de ces 6 à 10 tonnes de matière sèche à l'automne, 3-4 tonnes sans problème, même plus au printemps. Euh, Comment passer une planteuse à patates, comment passer un semoir, même un strip till. C'était toujours très très délicat, donc c'était là où bah, on a bricolé aussi à bah, détruire nos engrais verts plus tôt, au mois de février, des choses comme ça. Bon, ce qui pour nous aujourd'hui est plus d'actualité parce qu'on a su trouver le moyen pour venir détruire nos engrais verts le plus tard possible. Quand je dis le plus tard, bah, c'est à quelques jours d'un semis de betterave, à quelques jours d'une plantation de patates. Ça, c'est grâce au scalpage qu'on a piqué l'idée chez les bio. À l'époque, on a démarré en 2019, je pense. Et c'est vraiment là qu'on a su laisser pousser nos couverts très très loin. Et je vais pas dire ne plus avoir de problème avec les débris, mais c'était devenu anecdotique alors qu'avant, c'était vraiment très compliqué, quoi. Autre chose, on a un strip till depuis 2011, l'année de mon installation. Je voulais ça. On travaille toujours énormément avec. Donc, on avait le semoir Adam qu'on a construit en 2016 sur une base de déchômeurs. Et en 2018, on avait acheté un weaving parce que on voulait compléter et pouvoir essayer un semoir à disque, voir ce qu'on était capable de faire avec ça. Donc, c'est pas l'outil qu'on utilise le plus, mais d'année en année, on arrive à lui trouver un peu plus d'utilité. Hmm. Voilà. Donc, puis à côté de ça, on a, on va dire, sorti un peu les décompacteurs classiques pour fabriquer un fissurateur. On s'est fabriqué un fissurateur pour fabriquer parce on voulait faire quelque chose de pas trop cher et donc on est parti sur une base d'un topaz de chez Lemken qu'on a modifié avec une dent assez fine pour faire vraiment le boulot de fissuration et moins perturber les horizons, quoi. Hmm. C'est quoi tes objectifs à peu près ouais, sur la ferme actuellement? À quel niveau? C'est bah, tes objectifs de est-ce que c'est euh, optimiser, avoir un gain de temps, enfin, le sol d'abord ou la rentabilité? Ah Euh, bah, ouais, avant tout, c'est la rentabilité. oui. Euh, donc, c'est faire le maximum de rendement avec le minimum de charge. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Euh, on a un système qui est assez économique en gasoil et en usure, mais bon, c'est pas non plus là-dessus on va gagner le plus d'argent. Il faut quand même se mettre en tête qu'on est sur des cultures à forte valeur ajoutée et que bah, un passage d'outils à 50 ou 100 euros le passage, admettons, un très gros passage, est-ce qu'il est réellement à économiser face à une pomme de terre qui va sortir des gros chiffres d'affaires? Donc, on n'essaye pas à tout prix de comprimer nos charges, mais quand on les comprime, c'est pas dans l'idée d'économiser des euros. C'est pas le plus impactant pour moi. Quand on les économise, c'est limiter la déstructuration, limiter le travail de sol pour bah, laisser la vie surtout
garder sa place au maximum. Euh, c'est derrière ça, on se rend compte que bon, moi, je l'impacte beaucoup à mes couverts, et j'en suis convaincu parce que c'est la seule chose qui a réellement changé sur la ferme, qui a été le plus gros changement. Au niveau salissement, on n'est pas vraiment pas embêté. Les vivaces, on s'en occupe pour l'instant plus. Je dis toujours peut-être que tout d'un coup ça reviendra, mais on regarde plus dessus. On n'est pas du tout gêné. Tout ce qui va être problème d'insectes, on se rend compte que bah on n'a vraiment pas de problème. Moi, je reste convaincu que c'est le parce qu'on a une certaine autonomie dans notre sol qui empêche les prédateurs de se développer, quoi. Donc, on va plus faire d'insecticides. Après, qu'est-ce qu'on c'est tout des petites choses mises bout à bout qui font que le sol est de plus en plus autonome. Moi, j'en ai pour preuve, c'est mon taux de matière organique qui augmente toujours. Ça veut dire qu'on capitalise, des unités d'engrais, mais on capitalise de la vie. Quand on laisse un sol sans travail, allez, du semis-de-blé où on va décompacter, ou une très mauvaise année, même au pire, labourer après une patate pour le semer, on va venir après la récolte semer un engrais vert en direct, donc quasiment pas de perturbation de sol. Jusqu'au mois d'avril suivant, on est en gros sur 18 mois sans travaux de sol, avec une couverture par des plantes et un gros panel de plantes, quoi. C'est là qu'on apporte énormément de diversité au sol, on le nourrit avec toutes ces plantes qui injectent des exudes racinaires et qui font vivre tous les micro-organismes, les vers de terre, et puis surtout tous ceux qu'on ne voit pas et qu'on ne connaît pas forcément bien aujourd'hui, mais qui permettent que ce sol, bah, il a, il a toute son autonomie aujourd'hui, quoi. Est-ce que tu peux me décrire un peu ta rotation que j'ai Euh, découvert, oui. ouais, donc on a une rotation assez classique pour le secteur. On essaye d'utiliser un peu tous les atouts économiques qu'on a dans le secteur, c'est-à-dire la pomme de terre. Hein, c'est quand même ce qui va représenter la moitié de notre chiffre d'affaires et puis aussi une grosse partie de nos revenus. On continue de mettre des betteraves. Bon, des fois, on se pose des questions parce qu'économiquement, c'est pas toujours ça. On a fait des prix extraordinaires l'année passée. Là, on repart, on ne sait pas où avec ça. Bon, c'est tout, mais on a toujours voulu continuer. Donc, une céréale qui revient quand même quasiment une année sur deux. Euh, Parce que ça nous va bien dans nos cycles comme ça, derrière une pomme de terre, derrière une betterave, par exemple. On essaye, on met toujours un couvert derrière la céréale pour une culture de printemps suivante. Ça, c'est quelque chose qui nous permet de bien remettre les idées en place au sol si jamais il y a eu des dégâts de fait. Et on met du légume, pois, haricots, parce que bah, ça nous va bien dans la rotation. C'est des cultures sur lesquelles on est plutôt pas mauvais du tout au niveau rendement. On n'a pas d'impact, enfin, on n'arrive pas à avoir d'incidence sur notre prix de vente, hein, les prix sont fixés bien à l'avance. Ce qui compte, c'est faire du rendement et c'est des cultures derrière nos couverts où on arrive avec très peu de travail de sol, vraiment être bon derrière. Alors, on s'est cherché hein, certaines années, ça n'a pas toujours été des réussites, mais sans se prendre non plus des gamelles à pas récolter. Mais là, je pense qu'on a un système qui fonctionne pas bien, pas trop mal, enfin plutôt même très bien. En poids, on est sur un travail très léger, c'est quelques centimètres et on sème au weaving. Donc on sème même plus à l'aério parce qu'on arrive à avoir une régularité de semis qui est vraiment Mm. excellente. Et derrière, si la structure est bonne, en fait, on n'a pas de souci, quoi. Ouais.
Vers de Terre Production, c'est aussi un réseau d'experts qui vous propose des formations finançables Vivea. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en commentaire. Bonne vidéo. Est-ce que tu peux me décrire un peu, du coup, ton itinéraire technique pour le blé, du semis à la récolte Bon, un unité classique pour blé, ça va être des compacteurs rotatifs semoirs. Hein, donc on est généralement derrière une pomme de terre, donc un sol où on a bien remué les choses pour aller chercher nos tubercules. Donc voilà, faut pas se leurrer, on va pas faire semblant de, faut remettre les choses en place. Derrière ça, bah, on va venir désherber. en quel type, ouais. Quel type de Comment? produit? Quel type de produit Bon, ici, on est quasiment, enfin, on est tout le temps sur du désherbage de printemps, type Absolu, Atlantis, des trucs simples. Hein. hmm. On n'a pas de souci particulier de graminées, même si on commence à en voir à droite à gauche. Euh, Après, on va faire 2 ou 3 fongies, avoir un petit peu les observations et ce que disent les OAD. Hmm. Ensemences, on est en semences fermières, on est sur des mélanges qui sont déjà de quelques années, ça fait 7 8 ans. On traite pas nos semences, on trie de l'eau oxygénée et du vinaigre pour éliminer le problème de carie. Et puis voilà. Euh, En amendement? et bah, maintenant, on travaille depuis quelques années. On va apporter 40 50 unités d'azote en 27 quoi, avec un peu de soufre. Cette année, on a fait de la kysérite là, il y a 15 jours, 10 jours. On a mis 120 kilos de kysérite pour amener le soufre. Et puis derrière, on va laisser patienter encore un peu maintenant. Et on va passer avec une trentaine de mètres cubes de digestat. Hmm. Euh, on a un système qui marche bien. Maintenant, on a un entrepreneur qui passe avec une rampe qui sait aller jusque 36 mètres, donc il passe que dans les traces de traitement. Parce qu'avant, on faisait souvent avec un vervat. Là, bon, c'est bien, mais c'est des outils très, très dangereux, très, très lourds. Même s'ils ont des grosses roues, ils font beaucoup de dégâts pour moi. Donc, j'aime pas forcément l'impact qu'a un produit liquide, parce que je trouve que souvent, il a un impact assez négatif sur la vie du sol. Mais après, voilà, c'est un compromis à trouver aussi. Ça nous amène un peu tous les éléments. Bon, pour l'instant, on travaille comme ça. Je pense que c'est des Hmm. choses qui vont évoluer, mais c'est comme ça qu'on le fait pour le moment. Donc en unité d'azote par hectare, ça représente combien? On va porter environ 170 en organique, plus une bonne quarantaine en 27. Mais bon, les 170 d'organique ne sont pas valorisés Hmm. tout dans la culture pour nous. Ouais. Pour un objectif de rendement de 100 quintaux, Hmm. bon, l'année passée, on ne va pas se mentir, on ne l'a pas fait. On sort 88 quintaux, tout aux normes. Donc c'était déjà un point assez satisfaisant. On a, on n'a pas du tout à rougir face à ce qui s'est fait autour de nous. On a une batteuse qui va à droite à gauche. On a vu un peu ce que ça donnait. On était pas mal du tout, quoi, voilà. Mais ça une année où tout le monde a décroché de toute façon. Ouais. Donc tu fais un ou deux herbicides? Oh, on fait un passage d'herbicide. Avant, on passait souvent une deuxième fois avec un allié ou une hormone pour faire les chardons et on a arrêté. On Hmm. a complètement arrêté. C'était du systématique et en fin de compte, on se rend compte qu'il y a pas le besoin. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas un chardon qui dépasse, hein, mais on va lui couper la tête et puis c'est bien aussi. Quoi. Hmm. Et un insecticide? Non, ah, non, Non. il y a pas de danger que j'y aille avec un insecticide. Ouais. Ouais. Hmm. On est sur des semis assez tardifs, donc on n'est pas embêté particulièrement. Quoi. Hmm. On a vu une année. Euh,
de la jaunisse, mais c'était une année où on a semé tôt et voilà quoi. Hmm. Euh, En densité, vous se met à combien? bon, enfin, moi je parle toujours en kilo hectare, je sais que c'est pas bien, mais on, est, on doit tourner autour de 160, 170 kilos hectare. Hmm. Le nombre de grains, ça dépend après. Donc Euh, le digesta, il est acheté? Le digesto, il est offert. Ah, On a le coût de l'épandage. d'accord. Hmm. Ouais, donc en engrais, ouais, je disais, du coup, bah, ça fait 160, un truc comme ça, 160 kilos, sans même pas, 150 kilos en 27. Parce qu'on a payé ça cette année, un peu moins de 300 balles, je crois. La Kissérite, on a mis 100, 125 kilos et ça coûte 423 euros la tonne qu'on a payé, si je ne me trompe pas. Et après, bah, le digestol, qu'est-ce que ça nous coûte? Ça nous coûte 120 euros l'épandage par hectare. Ouais. Hmm. Et du coup, tu m'as dit en rendement, tu es à peu près dans les 80-90, c'est ça? Ah, nous, l'objectif, il est de faire 100. Hein. Ouais. Et L'année par exemple, passée, si on prend enfin une année lambda, ah ouais, 100, on les fait. ouais. L'année passée, on fait 88 parce que voilà, mais tout le monde a décroché. Moi, j'ai fait du battage en prestation. Les gars font pas 50 quintaux. Hein. C'est du jamais vu. C'est de l'hallucinant total. Hein. C'était une catastrophe. L'année passée, en faisant comme ça, je dis on sort 88 quintaux. Il n'y a pas de souci. Il y en a qui ont fait mieux. Mais je sais que la moyenne, elle n'est pas là. La moyenne du secteur l'année passée, elle n'est pas là. Et on a tout sorti aux normes. Donc déjà, ça, c'est déjà pas mal. Ça nous a bien aidé parce que on a battu énormément de blé fourragé. Bah, après, au niveau commerce, ça va moins bien aussi. Hein. On a vendu 88 quintaux autour de 225 euros la tonne. Mais voilà, quoi, c'est la mauvaise année. Hein. Enfin, on n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait ça. Jamais, jamais, jamais fait de si mauvais rendement. Ouais. Ouais, c'est sûr. Je ne veux pas dire qu'on fait 110 quintaux tous les ans, mais les 100, on n'est pas très en peine de les faire. Hmm. Et du coup, donc entre le blé et la pomme de terre, donc tu fais un couvert. Ouais, donc à la récolte, souvent on enlève les pailles parce qu'elles m'emmerdent. Parce que je suis royalement pas du tout convaincu que c'est avec ça qu'on fait de la matière organique. Ça reste du bois. Et puis ça ne nous pose pas de problème quand je vois les taux de matière qui augmentent. Enfin, c'est pas ça qui nous limite apparemment. Donc ma technique pour les couverts, elle est assez simpliste. L'objectif, c'est d'aller vite après la récolte, une fois que la paille est partie, quoi. Je fais un mélange avec des crucifères pour 2,5 kg au total de crucifères à l'hectare. C'est pas moi qui ai inventé la règle, c'est une formation qui nous avait donné ça, et c'est vrai que c'est pas mal pour empêcher que les crucifères prennent le dessus. Donc en crucifère, on est au minimum avec 4 crucifères en général, 4 voire 5. Des graminées, donc on met toujours un peu de graminées, un peu d'avoine, un peu de seigle, simplement. Plus souvent plusieurs, même enfin, différents seigles. Des légumineuses, donc là, on essaye de toucher un peu à plusieurs légumineuses, les trèfles, mais c'est toujours compliqué à laisser se développer ça. On essaye de pousser, c'est sur les vesses. Mais bon, d'une année à l'autre, ça s'exprime totalement différemment. De la févrole, du pot fourragé. Après, on rajoute du tournesol, de la facélie. On peut mettre des plantes estivales du Niger, des choses comme ça, quoi, pour
prendre la place du début. Donc en fait, j'arrive pas à trouver un mélange pour avant pomme de terre, pour avant betterave, pour ci, pour ça. Moi, je veux un mélange qui, dans tous les cas, va marcher. Que quelle que soit la date de semis, quel que soit le précédent, si c'est pas un blé, et qui aille le plus loin possible. Donc, en gros, le couvert, pour moi, il doit tenir 8 mois. Donc, c'est pour ça qu'on a des plantes plutôt estivales qui vont rapidement se développer et puis au premier coup de gel partir. Et puis, on a des plantes qui vont moins s'exprimer à l'automne, mais savoir mieux redémarrer au printemps. C'est notre manière de faire. On a déjà essayé différentes choses, refaire des semis, faire un deuxième couvert à l'automne. Ça a systématiquement été pas terrible. Donc je préfère tout avoir du départ. Ça coûte ce que ça coûte, mais moi ce que j'ai remarqué depuis le temps qu'on le fait, c'est que en général quand on démarre la campagne, on a un mélange qui va faire toutes les surfaces, environ 50 hectares par an, et bah, il n'y aura pas une parcelle identique. Chaque parcelle aura une densité de chaque espèce qui va être différente. Donc, comme je ne peux pas deviner comment ça va réagir derrière, et ben, on met tout en assez bonne quantité. On ne regarde pas ce que ça coûte. L'objectif, c'est que ça marche. Et aujourd'hui, on se loupe pas. Quoi. Ça, pour ça, on n'a pas d'échec à ce niveau-là. Même en conditions très sèches, avec le Smoradan, on arrive à placer et ça lève. On a des chômeurs qu'on a modifiés en 2016 pour semer les engrais verts. Donc, on a fait ça avec un copain. On n'a rien inventé. On a copié ce qui se faisait ailleurs. On avait une trémie frontale. On a acheté une tête de distribution, des pointes, et pour 3500 balles, on avait fait un smart. Et Et c'est le, quoi comme pointe? Ça bon, s'appelle comment? c'est une pointe fine qu'on avait achetée chez Agri-France Carbure à l'époque. Hmm. Les tubes de descente, on les a fait nous-mêmes. On a coupé du tuyau, c'était parti. C'est le semoir le plus économique et le plus efficace qu'on ait pu fabriquer. Hmm. Et en écartement, du coup, ça fait combien? On a 15. 15, ouais. Et c'est toi qui fais tes mélanges? Ouais, ouais, bah, ça dépend. Oui, le mélange final est toujours fait moi-même. Des fois, on achète une base, mais qu'on complète derrière, parce qu'il n'y a jamais ce que j'ai envie dedans. Quoi. Hmm. Et du Et coup, puis, on a 2,5 kg de crucifères. Et en graminées légumineuses, ça représente quel pourcentage? tu comptes un couvert qui va osciller, suivant les années, entre 80 et 100 kilos, suivant ce qu'on aura trouvé, ce qu'on aura pu acheter chez un voisin, suivant ce qu'on aura des fois autoproduit. Et donc, les graminées, ça va représenter quoi 30% du couvert, maxi, maxi, maxi. C'est pas les graminées sur lesquelles on veut pousser le plus, hein, parce que ça prend aussi beaucoup de place. Et c'est ce qui peut aussi être le plus embêtant à détruire au printemps. Même si aujourd'hui, c'est plus trop un problème, je trouve, comme on fait des destructions très tardives. On a quand même l'ensemble des plantes présentes qui sont vachement développées. On va détruire des plantes qui sont qui sont bien avancées au niveau végétation, donc ils sont très très sensibles à la destruction mécanique. Quoi. Parce que tout est détruit depuis maintenant 3 ans sans Roundup. On fait plus de Roundup sur la ferme. Bon, enfin, je m'en fous d'utiliser ou pas du Roundup, quoi, mais c'est quand même plaisant de se dire qu'on sait faire sans. Alors aujourd'hui, on l'a toujours sous la main s'il y a un problème. Mais en attendant, si jamais la réglementation change subitement, on ne va pas se mettre en peine pour ça. Et pour l'itinéraire technique de la pomme de terre, du coup, donc tu Donc détruis. en patate, on va arriver sur un couvert, donc qu'on va laisser pousser, allez, on va dire une année classique jusqu'au 15 avril.
Les 2 dernières années, on était arrivé mi-mai plutôt. Donc un couvert qui va faire 1 mètre, 1,50 m ou plus de haut, qui va tourner. L'année passée, on avait des couverts qui montaient à 5, 6 tonnes de matière sèche pesée au printemps. Donc on va faire nos épandages fumier. On travaille un peu de l'aspargite pour amener la potasse et le soufre. On va faire nos épandages dans le couvert. Tous nos épandages sont faits dans les couverts. De toute façon, que ce soit en été ou au printemps, on ne s'amuse pas et pas en être des chômés derrière. C'est du temps perdu, de l'humidité de sol qui dégage pour rien. On préfère la laisser là. Donc, on fait nos épandages dans nos couverts. Donc, il y a sûrement un peu de volatilité, mais je suis pas, enfin, on l'a jamais mesuré, mais je suis pas convaincu que c'est très énorme comme quantité qui volatilise, parce que quand on passe dans un couvert qui fait déjà plus d'1 mètre, c'est vite caché là-dedans, bien au fond, c'est tranquille, c'est vite digéré par le sol. Donc on arrive, on fait nos épandages, quand ça va, C'est comme maintenant, là, on a déjà fait nos épandages de fientes. On va faire, combien de fientes à peu près en quantité? bon, on va tourner autour de 5, 6 tonnes. Et puis derrière ça, donc on va prendre un tracteur, mettre un broyeur à l'avant et une fraise scalpeuse à l'arrière. Donc la fraise scalpeuse, c'est vraiment un outil qui a été développé pour les bio, pour scalper les premiers centimètres de sol, venir couper les collets racinaires et pouvoir détruire et hacher finement l'ensemble de la partie aérienne. Donc voilà, le broyeur, on le colle au sol, comme ça on a toute la partie aérienne qui est vraiment finement hachée pour nous faciliter nos passages d'outils. Et derrière, la fraise, elle va scalper les 2, 3 premiers centimètres. En fait, ce qui va nous faire la profondeur de la fraise, ça va être la régularité de notre sol, quoi. Au plus il est plat, au plus on va pouvoir monter, enfin, réduire notre profondeur de travail. Donc, tout ce qu'on a beaucoup au printemps, ça va être de la veste, qui est très facile à détruire, des graminées. Donc là, le fait de venir couper vraiment le plateau de talage, ça la stop net en fait. Je vais pas dire qu'il n'y a jamais rien qui repique, mais c'est vraiment très très élevé comme taux de réussite. Et après, ce qu'on a souvent, c'est de la crucifère, principalement des navettes. Donc là, quand tu as des navettes qui font 1,50 m de haut, au Roundup, je pense que c'est une mission possible. Et en fait, là, le fait d'arriver et de leur sectionner le collet sur des plantes qui arrivent quasiment en fleurs, c'est fini, quoi. La plante, elle ne repart plus jamais. C'est terminé, bonsoir, quoi. Donc, on a cet effet de stoppage de l'engrais vert qui est très net, ce qui nous permet d'aller le plus tard possible. En fait, parce que si on allait avec un Roundup, il nous faudrait un temps assez long pour que tout ça soit détruit et commence à se dégrader. Donc, ça nous permet de laisser les plantes vraiment faire leur job, d'injecter tous les exudats racinaires qu'elles ont injectés le plus longtemps possible. On garde toute cette matière en surface, mais hachée finement pour pouvoir passer avec nos outils. Donc l'avantage aussi, c'est comme on scalpe, allez, maximum, quand ça va mal, 5 cm de profondeur, la scalpeuse fait une rupture de capillarité. Donc si jamais derrière ça dessèche, notre parcelle en profondeur ne va pas se dessécher parce qu'il y a la rupture de capillarité. Et tout ce qui se retrouve en surface, ce sont des mottes fines. Donc même si elles dessèchent, elles ne vont pas nous gêner. Et si, à contrario, tout d'un coup, on a un épisode pluvieux, on va avoir 3, 4, 5 cm qui vont devenir complètement de la boue, hein, ça c'est sûr. Mais on a quand même tous nos débris végétaux qui sont là-dedans. Et ces quelques centimètres, ils vont très vite ressuyer derrière. Ce ne sera pas un problème. On n'a jamais vu d'effet de lissage, parce qu'une fraise comme ça fait toujours un peu peur. Moi, au début, c'était ça qui m'inquiétait.
Mais en fait, si on tourne à 7-8 km/h, on voit, si on est sur un sol relativement ressuyé, on n'a jamais eu de problème de lissage. La quantité de débris végétaux qu'on retrouve dans nos buts, hein, si on zoome un peu, on voit qu'il n'y a pas que de la terre, hein, toute cette végétation, elle reste en surface et on la retrouve bien dans la butte. Là, tu zoomes, on voit bien tous les débris. Ça ferait peur à beaucoup de monde d'avoir tant de végétation par rapport aux maladies de peau. Aujourd'hui, à mon échelle, je n'ai aucune crainte vis-à-vis de ça. On n'a jamais été impacté. Alors c'est sûr, le gars qui veut faire de la belle lavable, il va dire que c'est pas possible chez lui. Bon, moi je dis que tant qu'il n'a pas essayé, il va pas le savoir. Donc ça, après on va le plus régulièrement possible, ça va être passer un coup de déchaumeur, voire souvent deux coups de déchaumeur pour créer de la terre sur 15-18 cm et commencer à faire sécher le profil, hein, pour pouvoir planter. Donc, dans les parcelles les plus faciles, en fait, ça va être les deux coups de déchaumeur qui vont nous préparer notre sol et derrière, on plante en direct. Là, les meilleures parcelles où on a des taux de matière organique assez élevés, on fait ça, quoi. Je ne vais pas dire qu'on ne va pas mettre un petit coup de fissurateur devant le pont de champ ou là où il y avait le dépôt de fumier, hein, ça c'est normal. Mais 90% de la parcelle, ce sera deux coups de déchaîneur. Après, si on est sur des parcelles qui vont être plus moteuses, on va mettre la rotative, donc un passage, deux passages, suivant. En fait, on adapte à chaque fois à ce qu'on a et à l'année, quoi. Donc nous, ce qu'on préfère, c'est vraiment les années sèches. Ça, c'est un pur plaisir parce que toute notre humidité, on la garde. Donc, c'est très, très facile. Quand c'est des années humides, c'est un peu plus compliqué, mais c'est plus compliqué en général pour tout le monde dans ces moments-là. Donc, voilà, Mm. l'itinéraire assez simple. On observe comment s'est développé notre couvert, s'il était régulier. On met quelques coups de bêche ou un coup de télescope pour voir comment se présente la structure et en fonction de ça, on va adapter. Et s'il y a une parcelle où il faut aller chercher plus en profondeur avec un fissurateur, on n'hésitera pas à le faire non plus, hein. Comme je Mm. dis, l'objectif, il est d'avoir une pomme de terre qui se développe le plus facilement possible, mais on adapte à chaque parcelle en fait. Et en densité? Densité de plantation? Oh, bon, densité de plantation, on est classique, hein, ça dépend de la variété, ça dépend du calibre, mais on est totalement comme tout le monde, quoi. Mm. Ça, c'est en fonction, comme je dis, ouais, de la variété, du calibre qu'on va mettre. Oui, carrément. Et en autre engrais, en fait d'autres fertilisants, Donc, à la plantation, on va localiser généralement du phosphore. On travaille avec un produit de chez Timac, mais je pense qu'on va revenir tout simplement à du Super 45. Je pense qu'il n'y a pas d'utilité à dépenser plus que ce produit-là. On apporte, comme là, ces 3 dernières années, c'est 25 unités de phosphore. C'est pas énorme, mais bon, localisé, ça fait le taf. Et pour moi, dans tous les essais qu'on a fait, c'est un bon répondant. C'est pas qu'on n'a pas assez de phosphore dans nos sols, mais pas forcément assez disponible. Et puis, le fait de l'avoir là tout de suite, proche du tubercule, je pense que ça booste la plante, quoi. mm. Avant de planter, on va amener 100 unités. C'est vraiment la règle générale d'amener nos 100 unités en azote liquide, donc 250 litres d'azote liquide. Ce qui n'est pas excessif, mais ce qui est suffisant vu les capacités des sols derrière. C'est suffisant, quoi. Ça sert à rien d'aller plus loin pour avoir des emmerdes. Mm. Je pense que c'est tout.
Pas de traitement de plan, ça c'est rédhibitoire. Je peux m'expliquer par A plus B que je vais faire 3, 4, 5 tonnes. J'en ai rien à tartiner. Ça ne m'intéresse pas d'aller détruire pour gagner quelques centaines d'euros en plus. Je pense que ça a son impact sur les années et qu'on va retrouver largement derrière. Hmm. Pas de traitement de plan, pas de traitement de sol. C'est des pommes de terre qui sont destinées pour moitié au marché du frais français en lavé et puis l'autre moitié à l'industrie. On est sur un secteur industriel très, très majoritairement. On est dans le berceau de la patate avec des décennies et des décennies de rotation assez serrées. Aujourd'hui, on arrive quand même à sortir un produit qui est très correct. On n'a pas vu de soucis de maladie se développer. Et pour moi, au contraire, on a moins de soucis qu'avant parce que moi, j'ai des souvenirs gamins, certaines années pluvieuses ou autres, des gros, gros problèmes de gale commune, ce que j'ai pas vu sur la ferme depuis plus de 8-10 ans comme maintenant. Donc, ça reste qu'une observation que je peux faire, mais on n'a pas de clash. On n'arrive pas à aller au clash, en fait. Comme on arrive toujours à amener le maximum de diversité, bah, il n'y a personne qui prend le dessus et ça roule, quoi. Ça roule tout seul. Hmm. Donc ça, on fait une partie en désherbage mécanique. Bon, par envie d'apprendre à maîtriser cet outil parce que économiquement, c'est même pas la peine d'en parler. Aujourd'hui, on prend 100 balles, 120 balles de désherbage, on passe, c'est nickel, on n'a pas d'emmerde. Désherbage mécanique, on ne fera jamais du 100%. Ça pose forcément des problèmes derrière jusqu'à l'arrachage. Donc c'est vraiment pour apprendre à maîtriser les choses, de se dire que bah, on va essayer de faire un peu moins de chimique, quoi, mais bon, c'est pas. C'est parce qu'aujourd'hui on a les outils en plus, on a Hmm. une bineuse butoir, on a une hercétrille, donc c'est bien. Mais c'est pas là-dessus qu'il faut miser pour gagner sa vie. Ouais. On a eu plus d'emmerdes que de choses avec ça. Ça, après, partie fongicide, et bon, là, on est logé à la même enseigne, hein, il n'y a pas de secret en pommes de terre, le midjou, ça reste un gros, gros sujet. On fait attention, on diminue nos doses, on essaye de prolonger le maximum entre deux passages, mais il ne faut pas rêver qu'il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, on n'est pas sur des variétés résistantes pour la simple raison qu'on n'a pas les marchés sur ces variétés-là aujourd'hui avec notre terroir. Parce que bon, bah, faut quand même penser au côté économique, hein. Produire des patates, c'est bien, mais ce qu'il faut surtout penser, c'est comment tu vas les vendre, hein. Mettre des variétés à la con pour se retrouver à l'arrachage en se disant, bah, il n'y a personne qui en veut. Il fallait rien faire, quoi. C'est plus simple. Donc aujourd'hui, on a quand même des cahiers des charges à respecter pour nos fournisseurs et la variété fait partie du cahier des charges. Hmm. En herbicide, t'es sur quel produit? En herbicide, bon, ça va être un mélange challenge, défi, Centium, grosso modo, hein, ou un Proman, qui est. Enfin, ça reste un peu. C'est très classique, hein, la pomme de terre. Il n'y a pas Hmm. En combien de passages? un passage. Un passage, après, on est toujours prêt à faire un rattrapage. L'année passée, on a tout rattrapé avec, avec le butoir, quoi, le butoir scalper. C'était pas nickel, on a rattrapé comme ça, on s'en est bien sorti. Après, c'est toujours les conditions météo derrière la plantation qui vont décider de comment ça va salir ou rester clean, en fin de compte. C'est pas toujours. C'est que on travaille en 100% racinaire et on peut pas miser sur du rattrapage parce que le rattrapage pomme de terre, ça reste très aléatoire et très coûteux, quoi. Donc en pomme de terre, faut pas bricoler. C'est soit tu pars dans un objectif mécanique et tu sais que
tu auras tes coins sales, tes boules de ligne sales, tout ça si tu t'es pas trop planté, ou un champ dégueulasse si tu as été trop tard, ou tu pars sur une option chimique, tu mets le package complet à la plantation. C'est pas, c'est pas s'acheter une sécurité. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Y a pas, on peut pas rattraper des patates. C'est beaucoup beaucoup trop risqué et ça peut coûter encore plus cher. Hmm. Donc, tu as une idée un peu des coûts que ça représente au niveau plantation? Enfin, les plants, je pense que tu les achètes. On le paye comme tout le monde. Après, c'est un coût qui va osciller en fonction de la variété. Hein, tu peux avoir des variations de coûts de plan qui vont aller quasiment à 1 000 € l'hectare. Hein. Donc, donner un coup de plan, on est entre 1 500 et 2 000 et des cacahuètes, hein, un peu plus de 2 000 € nous, pour les variétés les plus chères. Euh, ce qui va être destruction du couvert, euh, pour estimer un coût à l'hectare, ça va nous coûter allez, 70 €. C'est assez peu gourmand en carburant. On consomme 13 14 litres de gasoil, ce qui m'a toujours assez surpris. Euh, Après, on va faire 2 passages de déchômeur. Hein, ça, c'est quasiment le coût classique. Là, on va être sur un coût qui va osciller, je sais pas moi, ça va être des passages assez profonds, hein. Une cinquantaine d'euros, j'irai, le passage. Et après, bah, s'il faut faire de la rotative, ça va vite coûter une centaine d'euros le passage, je pense, à la louche. Hein. Donc, un coup, 2 coups, ça peut arriver aussi, hein, des parcelles qui se préparent moins bien, qui sont en moins bonne forme. Voilà, hein, l'objectif, il est quand même de planter des pommes de terre et de les récolter en bonnes conditions. Donc, on va pas faire les choses à moitié. On va pas économiser un coup de rotative à 100 balles pour se prendre 10 tonnes l'hectare dans la vue, quoi. C'est pas la peine. Hmm. C'est Et pas du la coup, peine de jouer ça. en coût pour les en ferti et en herbicide, il y a- Faire herbicide, il faut compter 100 balles, hein, c'est la base. Souvent 120, suivant les programmes. Fertilisation, donc on va mettre, qu'est-ce qu'on avait dit, 250 litres. Donc, 250 litres d'azote. Cette année, on a acheté ça un peu moins de 300. Ça fait 70 balles l'hectare. En plus, le coût d'épandage, faut rajouter 15 balles. Le duo P23, là, ça, c'est un produit qui nous coûte 700 € environ. Et on va mettre 100 120 kilos et 90 €. On injecte ça en même temps que la plantation. Nos fientes de poule, c'est des produits qu'on a pour zéro. Ça nous coûte l'épandage. Ça nous coûte 20 balles, allez, 25 balles, 25 €. Faut pas compter trop bas non plus. Et après, on va mettre l'aspargite. L'aspargite, théoriquement, c'est de mettre 1 tonne. Mais moi, je joue toujours en dessous parce qu'on a des sols bien pourvus. C'est vraiment pour amener une forme de soufre pas cher. Ça nous coûte, avec l'épandage, 250 €, 240 € l'hectare. On coûte 240 € l'hectare. Après, la partie fongicide, bah, qui peut être hyper variable d'une année à l'autre. Hein. L'année passée, on était à exploser les plafonds. Mais voilà, quand il pleut tout le temps, il n'y a pas trop de solutions. Hein. On ne peut pas laisser
On peut pas laisser rentrer le mildiou dans nos parcelles, sinon là, on regarde plus ce que ça coûte, ni sur le plan économique, ni sur le plan phyto, quoi. Les matières actives qu'on va mettre, là, on regarde plus ce qu'on met, quoi. Hmm. T'appelles les pompiers et t'es un incendie, quoi. Et en rendement moyen, t'es à peu près à combien? Non, non, on est à 56 tonnes net vendues. On a la chance d'avoir une partie des variétés qui sont quand même bien productives. On voit sur certaines variétés qu'on utilise depuis pas mal de temps, comme la fontane. Pour moi, on est en fin de course. Ça fait trop de tours sur les parcelles, ça peine. Mais Hmm. bon, aujourd'hui, en industrie, bah, on a le gros souci, c'est que niveau renouvellement des variétés, ils n'avancent pas. Donc ça, c'est un peu chiant. Oui. Eux, il leur faut une patate qui, toute l'année, rentre dans l'outil industriel et sortent exactement les mêmes frites. Donc c'est bien, hein, c'est normal, je comprends leurs problématiques. Mais aujourd'hui, des fontanes, ça fait 20 ans qu'on en met. Elle est revenue un peu trop souvent dans nos parcelles et en rendement pour moi, c'est chaque année la quasiment moins bonne, quoi. Il n'y a pas photo, hein. On sait faire beaucoup mieux avec d'autres variétés. Hmm. Donc bon, après, on verra, ça évoluera. Ça, je ne sais pas dans quel sens, mais ça évoluera, c'est sûr. Hmm. Et tu sais comment tu te situes à peu près par rapport au groupe En Marche Bah, si j'écoute mon comptable, plutôt pas mal. Ah, On avait fait les pré-bilans en décembre et c'est vrai que bon, on n'a pas à se plaindre, hein. La ferme, je n'ai pas dit dans la présentation, quoi, mais c'est 100 hectares, un peu plus avec les locations, mais c'est 1,2 million de chiffre d'affaires, 500 000 euros de BE, hmm. 2024. Moi, je signe pour en faire une tous les ans comme ça, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on a aussi une filière pour Lidl qu'on vend en agriculture régénérative. Hmm. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Une pomme de terre aujourd'hui, elle va nous coûter entre 5 et 6 000 Hmm. l'hectare. Tu vas faire un chiffre d'affaires de 12 000 euros, un peu plus de 12 000 euros cette année de moyenne. Ça, enfin, ça c'est quasiment sans stockage parce que c'est les prix qu'on fait avec. C'est ce qu'on fait avec Lidl pour l'ACS. Donc, tu vas tourner autour de 6 000 euros, quoi. Et Ouais. bon, à ça, après, tu auras ton stockage s'il faut. Enfin, ça laisse. C'est pas un blé, hein, c'est sûr. Mais c'est Ouais. heureusement. En conclusion, c'est toujours pareil, hein, c'est le leitmotiv, c'est les engrais verts à fond. Parce que ça amène de la diversité dans votre rotation. Tout à l'heure, on regardait ma rotation. Ce qu'on n'a pas discuté, c'est que quand on apporte à chaque engrais vert qui dure 8 mois 12 plantes, en fait, ma rotation, elle est pas de 6 cultures, quoi. Elle est bien plus explosée que ça. Elle est, euh, elle est de 18 sans problème. Donc, pas oublier que chaque plante a son utilité, que notre sol, bah, c'est un milieu vivant et autonome. Donc, nous, l'objectif, c'est de l'utiliser comme on en a envie pour faire des récoltes, mais entre deux, il ne faut pas oublier qu'on doit lui laisser son autonomie, c'est-à-dire le travailler le minimum et le couvrir au maximum avec des plantes et une diversité de plantes le plus variée possible. Les engrais verts, on va encore évoluer. Je pense on va essayer d'autres choses. Après, on va partir sur des systèmes où on va maintenant mener des essais de semis d'engrais verts simples, type un colza ou une moutarde, avant la récolte du blé, pour aller chercher un mois
de végétation supplémentaire dans lequel on viendra semer notre engrais vert. Alors ça, c'est des choses qu'on va mener, qu'on a déjà essayé. On commence à voir un petit peu où il faut aller. Mais vraiment, c'est toujours entre nos cultures, amener le maximum de diversité. Et ça permet derrière ça de moins travailler notre sol parce qu'on a un sol qui va s'enrichir au niveau des taux de matière organique, donc facile à travailler, hyper résilient face aux aléas. Moi, mes années préférées, c'est les années les plus sèches possibles. On est toujours hyper bon, c'est très simple à travailler, euh, très, très peu onéreux en fongicides aussi, hein, vu que les maladies elles se développent plus facilement avec de l'humidité. Et comme nos taux de matière organique sont élevés et qu'on n'a pas desséché notre sol, et bah derrière ça, on passe très facilement à travers, euh, sans peine, quoi. Donc, couvrir ses sols, couvrir ses sols, couvrir ses sols. Et c'est quoi les facteurs limitants, tu dirais, de ton système Bah, les facteurs limitants de notre système, ça va être une charge de travail assez lourde juste avant les semis de printemps. C'est pas qu'on en fait plus, mais c'est réparti à un moment précis. Et ça c'est pas simple. Le gars qui aura fait son petit glypho au mois de janvier, son labour au mois de février, il va débarquer, un coup de vibro, il étale tout, il passe le semoir, ses betteraves sont semées. Le moment où lui il va passer son vibro, moi je vais passer ma fraise. Donc on n'est pas sur la même charge de travail à un moment donné. Ça, c'est pas évident à mettre en œuvre. Faut avoir le monde, faut avoir le matos. Enfin, c'est pas toujours simple à gérer. Mais bon, aujourd'hui, on est rodé sur ce truc-là et ça nous va bien comme ça, quoi. Mais c'est un peu un frein, quoi, Hmm. à mettre en place. Et c'est quoi oui, les impacts sur ton système depuis ton changement Oh, bah, l'impact premier, c'est nos taux de matière organique qui ont augmenté. C'est beaucoup moins de problèmes d'eau stagnante. On est sur un relief plat ici, mais avec beaucoup de basses. Moi, j'ai toujours le souvenir, étant gamin, qu'il y avait de l'eau tout l'hiver qui traînait partout. On a plus ce phénomène-là. À partir du moment où on entretient nos drainages, on a plus ce phénomène-là, quoi. Ça, c'est quand même très, très différent, quoi. On arrive à aller dans les champs à des périodes où jamais on aurait osé aller avant, quoi. Hmm. Sans avoir peur de tasser, quoi. Hmm. Et si tu devais donner des conseils pour faire la transition, tu donnerais quoi comme conseil? Et ben, se former et puis se reformer. Jamais lâcher, aller voir partout ce qui se passe chez des bio, chez des éleveurs, dans des systèmes complètement différents de ce que vous pouvez avoir chez vous. Parce qu'ils vont toujours vous trouver quelque chose qui va pouvoir s'adapter à votre système. Et puis surtout, il ne faut pas oublier une chose, il n'y a pas un système qui marche pour tout le monde. C'est pas qu'il ne marche pas dans tous les secteurs, c'est que chaque personne est différente et va devoir adapter à à ce qu'il a envie, à ce qu'il a besoin sur son exploitation, quoi. Moi, j'ai fait piocher à droite, à gauche des choses que j'ai vues, qui m'intéressaient, que je savais faire, que j'ai appris à maîtriser. Mais il n'y a pas un modèle type nulle part, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut jamais
hésiter à aller voir ailleurs. Et puis, bah, des formations sur les insectes, des formations sur les sols, sur, sur tout, tout. Il faut jamais en louper une parce qu'on ne sait pas avec quoi on va ressortir, quoi. Hmm. Et c'est comme ça qu'on peut avancer parce qu'aujourd'hui, si on ne va pas l'apprendre ailleurs, on ne va pas l'apprendre tout seul chez nous. Il n'y a pas de danger. C'est pas le technico qui va nous amener des solutions. Ça n'arrivera jamais. Hmm. D'accord, d'accord. Bon, là, on arrive sur la fin. Bon, bah, merci en tout cas d'avoir pris du temps pour témoigner et puis pour cet entretien. Ça marche, avec plaisir.